Il y a une vérité inconfortable que très peu osent dire à voix haute. La plupart des gens échouent à manifester ce qu'ils désirent parce qu'ils sont piégés dans le piège du besoin. Ils veulent, exigent, s'obsèdent et finissent par payer le prix avec de l'anxiété, une insatisfaction chronique et un épuisement émotionnel que personne ne voit, mais qui se ressent comme une dette intérieure impossible à régler. Il est facile de se laisser emporter par l'impulsion, de vouloir tout de suite, de mesurer sa valeur en fonction des résultats, de tomber dans l'urgence constante, mais c'est là que beaucoup perdent leur liberté et leur paix. À quoi bon atteindre un objectif si le coût psychologique est plus élevé que la récompense elle-même? C'est ici que la philosophie stoïque entre en jeu avec sa brutalité honnête. Tu n'es pas tes désirs, tu n'es pas tes résultats, et ton bien-être n'est pas à vendre au plus offrant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la course frénétique vers chaque objectif, mais dans le savoir, quand lâcher prise, quand accepter, quand faire face à l'obstacle et en tirer la leçon qui te renforce. Manifester ne signifie pas lutter avec les poings serrés, mais apprendre à faire confiance aux mécanismes invisibles de la vie qui récompensent ceux qui agissent avec sérénité et confiance. Ce n'est que lorsque tu cesses de mendier des résultats que tu deviens magnétique. Le véritable succès est celui qui ne te coûte pas la paix. Aujourd'hui, nous allons entraîner cette discipline intérieure, car celui qui maîtrise ses émotions dirige son destin. 1. Laisse aller l'urgence de tout avoir. L'urgence de vouloir tout est le poison qui te maintient esclave. C'est le piège mental le plus efficace. Il te convainc que si tu n'obtiens pas tout ce que tu désires à cet instant, alors tu ne vaux rien, tu n'es pas suffisant, tu n'iras nulle part. Mais veux-tu la vérité? Cette anxiété d'avoir tout est exactement ce qui t'éloigne de tout résultat réel. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres et ensuite se plaindre que progresser est impossible. Tant que tu resteras attaché à ce besoin désespéré de contrôler chaque résultat, chaque avancée, chaque validation externe, tu continueras à tourner en rond, épuisé et vide. La mentalité d'urgence est une dette émotionnelle qui se multiplie chaque jour où tu la maintiens. Plus tu t'obsèdes pour l'avenir, plus tu oublies les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, la réalité que tu peux transformer ici et maintenant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les confortables ou ceux qui cherchent un réconfort facile. C'est une discipline pour ceux qui ont le courage de se regarder dans le miroir et d'admettre que la majeure partie de leur souffrance vient de l'arrogance de croire que la vie devrait céder à leurs caprices et à leur agenda. La clé est de lâcher prise. Et lâcher prise n'est pas se résigner ni renoncer à tes rêves. C'est cesser de s'accrocher comme si ton existence dépendait de ce que tu n'as pas encore accompli. Chaque fois que tu te surprends à vouloir forcer le résultat, tu ignores le pouvoir que tu as dans le présent. C'est un acte de faiblesse émotionnelle, même si tu veux le déguiser en ambition ou en motivation. La véritable force est de pouvoir regarder tes désirs en face et dire « c'est ce que je veux, mais je n'en ai pas besoin pour être qui je suis ». C'est la différence entre agir depuis le manque et agir depuis l'abondance intérieure. Celui qui agit depuis l'urgence est toujours en dette envers lui-même. Celui qui lâche l'urgence peut enfin investir son énergie dans ce qu'il contrôle réellement, ses actions, son caractère, son attitude. Il n'y a qu'une seule question à laquelle tu dois répondre sans excuse. Vas-tu continuer à mendier des miettes de validation externe ou vas-tu commencer à construire depuis le calme et le détachement? La plupart échouent parce qu'ils n'apprennent jamais à lâcher le contrôle. Ils vivent en répétant le même cycle. Attente exagérée, anxiété, frustration, plus d'attente, plus d'anxiété. C'est un mécanisme mental autodestructeur. Le stoïque brise ce cycle. Il sait que la vie est imprévisible, qu'aucun désir ne se manifeste exactement selon ses conditions. Alors, il entraîne le muscle du détachement. Il agit avec détermination, mais lâche l'attente. Je n'ai pas besoin d'avoir tout pour être tout ce que je peux être. C'est la ligne qui coupe la racine de l'anxiété.
L'urgence n'est qu'un masque de la peur, du vide que tu ne veux pas regarder. Quand tu lâches prise, tu réalises que le présent est un terrain fertile, suffisant pour planter tes actions, sans arracher à la vie ce qui n'est pas encore prêt. Lâcher l'urgence est le premier acte de souveraineté intérieure. C'est le début de la véritable manifestation. Si tu n'es pas capable de laisser aller l'obsession du résultat, tu ne profiteras jamais ni du processus, ni de l'accomplissement. Souviens-toi de ceci, celui qui a besoin d'avoir tout n'a jamais rien. Celui qui lâche l'urgence attire tout sans se perdre lui-même. 2. Choisis la présence plutôt que les attentes. Tu es assis devant l'écran, tu ouvres ton email et le voilà, le message que tu attendais. Mais dès que tu vois qu'il n'apporte pas de nouvelles définitives, tu sens ton estomac se nouer. Tu ne peux pas t'en empêcher. L'esprit s'emballe, repassant tout ce qui pourrait mal tourner, cherchant des réponses là où il n'y a que de l'incertitude. Tu regardes l'horloge, relis le message, cherches un détail caché, quelque chose qui t'aiderait à deviner l'avenir. Mais il n'y a rien, juste la réalité de cet instant et l'impulsion presque automatique de sauter vers ce qui vient ensuite. C'est comme si tu étais programmé pour vivre dans l'antichambre du résultat suivant, incapable de rester une seconde avec ce qui se passe maintenant. Tout le temps à attendre la nouvelle, l'appel, le numéro, le signe, la tête plongée dans le futur et le corps ici, figé. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme des attentes. Il te vole la présence et te vend l'illusion du contrôle. C'est ici que se joue la différence entre une vie dominée par l'anxiété et une conduite par le calme. Le désir, en soi, n'est pas le problème. Le véritable conflit commence lorsque tu transformes ce désir en exigence, en une sorte de dette émotionnelle qui ne sera réglée que si le monde respecte exactement ton scénario. Et cela arrive presque jamais. Le mécanisme interne est subtil mais puissant. Tu places toute ton attention à l'extérieur de toi, attaché à ce qui devrait venir, tandis que le présent devient une formalité inconfortable. Tu ne vois pas ce que tu as devant toi, car ton filtre est le besoin que quelque chose d'autre se produise. Ainsi s'installe l'insatisfaction chronique, la sensation que ce n'est jamais suffisant, qu'il manque toujours quelque chose pour pouvoir respirer en paix. La clé stoïque est de choisir la présence plutôt que les attentes. Cela semble simple, mais c'est une révolution intérieure. Il s'agit d'entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, au seul point où la vie se déroule réellement. Ici, maintenant, cet instant. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. L'attente est un pari à l'aveugle, un investissement émotionnel dans quelque chose que tu ne contrôles pas. La présence, en revanche, est l'acte conscient de reprendre ton pouvoir et de redonner de l'énergie à ce que tu peux réellement transformer. Ton attitude, tes actions, ta réponse face à ce que tu es amené à vivre. Chaque fois que tu choisis d'être présent, même s'il y a 1000 raisons de fuir vers le futur, tu renforces ton muscle d'autorité interne. Et cela se ressent. L'anxiété perd de sa force, l'esprit se calme, le corps se détend. Tu peux penser plus clairement et mieux répondre, car tu n'es plus à la merci de ce qui se passera ensuite. Rester dans la présence est inconfortable, car cela t'oblige à affronter ce que tu ressens et penses réellement sans l'anesthésie de l'anticipation. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Il est facile de se perdre dans les fantasmes et les attentes, mais cela ne fait que retarder la rencontre avec soi-même. La présence est la porte de la véritable manifestation. Seulement lorsque tu habites le moment, tu peux voir les opportunités qui auparavant te filaient entre les doigts. Seulement lorsque tu cesses d'hypothéquer ta paix pour un résultat, tu commences à expérimenter une véritable abondance. La vie se déroule pendant que tu l'attends. C'est le piège et aussi la sortie. Si tu ne choisis pas d'être ici, maintenant, tout ce que tu obtiendras sera un prix que tu ne peux pas apprécier. Il y a une autorité silencieuse chez celui qui maîtrise la présence. Il n'a pas besoin de promesses d'avenir pour se sentir complet. Il ne permet pas à l'attente de dicter la valeur de sa journée. Il choisit d'être et dans ce simple choix, il trouve tout son pouvoir.
C'est aussi simple que cela. Celui qui vit présent, vit libre. 3. Faites de chaque obstacle un maître. Je vais dire quelque chose qui n'est pas confortable à admettre, mais c'est réel. Chaque fois que je rencontre une difficulté, la première chose qui me vient à l'esprit est la réaction automatique de résistance. L'impulsion intérieure n'est pas d'apprendre, mais d'éviter le coup, de chercher des raccourcis ou de désirer que l'inconfort disparaisse le plus vite possible. C'est comme si une partie de moi voulait négocier avec la réalité, lui demander d'être plus douce, plus juste, plus facile, au lieu de faire face aux faits concrets que, s'il y a un obstacle, c'est qu'il y a quelque chose dans ma structure interne qui doit être mis à jour. Ce mécanisme de rejet n'est pas innocent. C'est une défense primaire qui, si tu ne la désarmes pas consciemment, devient ton pire ennemi. Le problème n'est pas l'obstacle en soi, mais le filtre avec lequel tu le regardes. Si tu le vois comme une menace, si tu le qualifies d'injustice ou de malchance, ce que tu fais, c'est alimenter une narration de victimisme qui te condamne à répéter le même cycle. Frustration, plainte, paralysie. Ce que le stoïcisme propose est quelque chose de beaucoup plus défiant, mais infiniment plus productif. Transformer chaque obstacle en un maître inconfortable, mais nécessaire. Cela implique de changer radicalement d'approche. La résistance est le meilleur indicateur de l'endroit où se trouve ta prochaine opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, ni de chercher la douleur par principe, mais de reconnaître que le véritable avancement personnel se produit juste au point où ta confort s'arrête. Chaque difficulté est un signal précis qu'il y a une fracture dans ta stratégie, une limite dans ta patience, une zone aveugle dans ton caractère. Si tu te contentes de te battre contre l'obstacle ou de te lamenter, tu perds la leçon que la vie te met sous les yeux. Le stoïque ne se demande pas pourquoi lui, mais pourquoi. C'est la différence entre se répéter en tant que victime et se transformer en protagoniste. Analysons le processus avec froideur. Quand une barrière surgit, tu as deux options fonctionnelles. La première est le chemin réactif. Se plaindre, résister, chercher des coupables, user ton énergie sur ce que tu ne peux pas modifier. La seconde est l'approche stratégique. Analyser avec une brutalité honnête quelle partie de toi est mise au défi, quelles compétences tu dois développer, quelles croyances tu dois réviser. C'est un exercice de diagnostic constant. L'obstacle, vu ainsi, cesse d'être une punition et devient une carte. Il indique avec précision chirurgicale la zone exacte où tu dois travailler. Là se trouve le véritable pouvoir. Pas dans le résultat externe, mais dans la transformation interne qui se produit lorsque tu fais face à la limite et que tu la transcendes. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est l'entraîneur qui te prépare pour le niveau suivant. Beaucoup perdent ce point parce qu'ils sont obsédés par le résultat immédiat et oublient que la vie ne négocie pas avec l'impatience. L'urgence de le surmonter rapidement est souvent la cause de la répétition de l'erreur encore et encore. Manifester depuis la paix intérieure ne signifie pas absence de résistance. Cela signifie accepter que chaque résistance est une matière première pour ton évolution. L'obstacle a la fonction de briser ton arrogance, de t'apprendre l'humilité et la patience, de t'obliger à inventer de nouvelles solutions. Ce n'est que lorsque tu assumes cette responsabilité sans excuse que tu cesses d'être une victime du processus et que tu deviens l'architecte de ta propre croissance. Il n'y a pas de développement réel sans friction. Il n'y a pas de manifestation stable sans être passé auparavant par la forge de la difficulté. L'obstacle est le filtre qui sépare ceux qui désirent seulement de celui qui est vraiment prêt à soutenir le résultat. Chaque difficulté est une invitation à te réinventer. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une instruction pratique. Si tu fuis l'obstacle, tu remets en question ton pouvoir. Si tu l'affrontes stratégiquement, tu multiplies tes ressources internes. Ainsi, ça fonctionne. Celui qui fait de chaque obstacle un maître transforme la résistance en capital émotionnel et la difficulté en opportunité. Il n'y a pas d'autre chemin. La véritable manifestation se produit lorsque tu cesses de négocier avec l'inconfort et que tu l'utilises comme tremplin.
Celui qui apprend à voir chaque trébuchement comme une leçon personnalisée grandit plus vite et vit plus léger. Obstacle, maître, transformation. Tel est le véritable cycle de l'avancement. 4. Ton bien-être ne dépend pas de l'extérieur. Tu traverses une avenue et tu sens la vibration du pavé sous tes pieds, la chaleur du soleil dans ta nuque, le bruit sourd des voitures qui passent à côté de toi. Tout cela est réel, physique, immédiat. Mais au fond, il y a un second scénario beaucoup plus déterminant, le tableau invisible où se joue ton bien-être. Tu peux être entouré de chaos, de klaxons, de regards hostiles ou indifférents, et pourtant ressentir qu'à l'intérieur, il y a un espace que personne d'autre ne peut fouler. Cet espace est ton centre de gravité émotionnelle. Il est privé, intouchable, et pourtant, la plupart des gens l'abandonnent, le laissent à la merci de n'importe quel événement, mot, résultat. C'est comme si les gens marchaient avec un récipient en verre dans les mains, suppliant de ne pas le laisser tomber, mais le confiant à des inconnus, à la prochaine nouvelle, au prochain commentaire. Il suffit d'un regard, d'une notification sur le téléphone, d'un petit changement de plan, pour que ce récipient tremble, se fissure ou se brise. Ainsi semble être le bien-être quand tu le déposes en dehors de toi. Observe les micro-réactions, le froncement de sourcils lorsque le trafic s'arrête, le geste de frustration en lisant un message qui ne répond pas à tes attentes, le profond soupir lorsque les choses ne se passent pas comme ton esprit l'avait calculé. Chaque fois que tu permets à l'extérieur de dicter ton état intérieur, tu deviens otage d'une réalité qui change à chaque seconde. Peu importe combien tu planifies bien, combien tu t'efforces, si ta paix dépend de ce qui se passe autour, tu es condamné à des montagnes russes émotionnelles sans frein. Le piège est subtil, mais dévastateur. Tu crois que le bien-être est une conséquence logique des circonstances, alors qu'en réalité, c'est une construction délibérée, presque artisanale, qui se renforce à chaque décision de ne pas livrer ton centre à ce que tu ne peux pas contrôler. Ta calme ne se négocie pas avec le monde extérieur. C'est la phrase que tu dois graver dans ta mémoire, car chaque fois que tu l'oublies, le vieux reflet de la dépendance émotionnelle revient avec plus de force. La culture actuelle te vend l'idée que le bonheur se trouve dans ce que tu accomplis, dans ce que tu obtiens, dans la validation que tu reçois. Mais si tu prends le temps de regarder en détail, tu verras que même ces accomplissements perdent rapidement de leur éclat si ta structure interne est faible. L'ascension que tu as célébrée hier, le compliment qui t'a remonté le moral, l'opportunité que tu as tant recherchée, tout cela est éphémère si tu n'as pas un axe inébranlable. Le véritable bien-être est ce muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, chaque fois que tu décides d'observer ton émotion avant d'agir, chaque fois que tu te rappelles que ta valeur ne fluctue pas avec le climat environnant. Celui qui dépend du monde pour se sentir bien ne se repose jamais. C'est la deuxième phrase que tu dois tatouer dans ta mémoire. Avoir une autorité intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est une hygiène mentale. C'est se lever chaque jour et décider, presque comme un acte de rébellion, que ta paix est une affaire qui te concerne, pas celle du trafic, ni de ton patron, ni du solde de ton compte. C'est résister à la tentation de construire des châteaux en l'air et au contraire, renforcer la base interne, la seule qui ne s'effondre pas quand le vent souffle fort. Chaque fois que quelque chose d'extérieur tente de te secouer, retourne dans cet espace privé, observe ta réaction sans jugement et décide depuis là de ta prochaine action. Cela ne te rend pas insensible, cela te rend souverain. La véritable manifestation naît de cette stabilité. Lorsque ton axe est ferme, tu peux traverser la tempête sans perdre le cap, tu peux désirer sans désespérer, tu peux agir sans te perdre dans l'anxiété du résultat. Regarde-toi dans ces petits gestes quotidiens. Lorsque quelqu'un t'interrompt et que tu choisis de ne pas t'engager, lorsqu'un plan change et que tu ne perds pas ton calme, lorsque l'approbation n'arrive pas et que ta dignité reste intacte. Ce sont là les véritables entraînements. C'est là que se forge la différence entre vivre à la dérive ou être capitaine de ton état intérieur. L'abondance commence lorsque tu comprends que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te définir.
Le reste n'est que bruit de fond. 5. Attendez avec patience stratégique. L'impatience n'est que de l'anxiété déguisée en stratégie. C'est le poison qui neutralise toute possibilité réelle de manifester quelque chose de grand dans votre vie. Il faut le dire clairement. La majorité ne échoue pas par manque de talent, mais parce qu'elle s'auto-sabote avec la précipitation, l'urgence, le désespoir de voir des résultats avant l'heure. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est une discipline brutale. Mais voici le coup direct. Si vous n'êtes pas capable de soutenir l'espace entre votre action et le résultat, vous ne pourrez jamais soutenir le résultat lui-même lorsqu'il arrivera. Vous voulez l'abondance, le succès, le respect? Apprenez à attendre sans perdre la tête, sans permettre à l'anxiété de vous pousser à prendre des décisions médiocres, juste pour sentir que vous faites quelque chose. La patience stratégique n'est pas de la résignation. C'est une forme de pouvoir que peu maîtrisent parce que la plupart préfèrent le soulagement immédiat à la véritable construction. Vous êtes tellement programmé pour obtenir des réponses instantanées que vous oubliez que tout ce qui est solide nécessite un temps de maturation. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre des miracles, mais d'agir avec détermination et ensuite d'avoir la force nécessaire pour attendre le dénouement sans contaminer le processus avec vos insécurités. Chaque fois que vous vous retrouvez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, à voir si vos efforts ont déjà porté leurs fruits, rappelez-vous ceci. Ce comportement n'est pas de la productivité, c'est de la peur pure. La peur que le processus vous ignore, que la vie ne fonctionne pas selon votre agenda, que le résultat ne valide pas votre effort. Si vous laissez cette peur gouverner, vous devenez votre propre saboteur. Attendre avec patience stratégique est, en réalité, défier votre ego, l'affronter de front et lui dire qu'il n'a pas le contrôle absolu. Beaucoup se justifient en disant que la vie est courte et que le temps n'attend pas. Des excuses bon marché. Le temps n'est pas votre ennemi. Votre incapacité à supporter l'inconfort de l'attente l'est. Ceux qui réalisent quelque chose de valable le font parce qu'ils comprennent qu'il y a des cycles, des processus, des pauses nécessaires. Vous ne pouvez pas accélérer la maturation de quoi que ce soit d'important en forçant son rythme. L'impatience est le raccourci des insécurisés. La patience stratégique est l'art de continuer à affiner votre caractère pendant que le résultat se prépare hors de votre contrôle. Il ne s'agit pas de tenir résigné, mais d'utiliser cet intervalle pour peaufiner vos actions, réviser votre stratégie, renforcer votre mentalité et vous préparer à recevoir ce qui vient, quoi que ce soit. Voici la phrase emblématique. La précipitation est l'excuse préférée de ceux qui ne terminent jamais rien. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, il est temps de le briser maintenant. Attendre intelligemment n'est pas perdre du temps, c'est l'investir dans la seule partie du processus qui vous appartient, votre propre évolution. Chaque moment où vous choisissez de ne pas céder à la pression d'agir juste pour apaiser l'anxiété, vous accumulez une autorité intérieure. Cela a plus de poids que n'importe quel résultat extérieur. La patience stratégique est le filtre qui sépare ceux qui désirent seulement de ceux qui sont réellement prêts à recevoir. Attendez avec une mentalité de guerrier, pas de mendiant. Soutenez le vide sans désespérer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne méritez pas ce qui vient ensuite. Ne confondez pas mouvement avec avancement. Ne confondez pas bruit avec progrès. Si vous voulez vraiment manifester quelque chose depuis la paix intérieure, pratiquez l'art inconfortable d'attendre stratégiquement, sans vous plaindre, sans chercher des raccourcis, sans perdre de vue ce que vous pouvez contrôler. C'est le véritable entraînement. Supporter le processus est plus difficile que désirer le résultat. Mais c'est la seule façon d'atteindre quelque chose qui en vaut la peine, intact, fort, et sans vous perdre en chemin. 6. Remercie avant de demander plus. Si tu n'es pas capable de remercier pour ce que tu as déjà, rien de ce que tu obtiendras par la suite ne te comblera. C'est la vérité que presque personne ne veut affronter. L'être humain moyen est conditionné à regarder d'abord ce qui manque, ce qu'il n'a pas accompli, ce qui est encore hors de sa portée.
C'est un schéma mental si ancré qu'il devient un filtre automatique. Tu vois la pénurie même au milieu de l'abondance. Tu te concentres sur l'absence plutôt que sur la présence. Tu te prépares à demander plus sans même avoir assimilé ce que la vie a déjà mis entre tes mains. Ce mécanisme interne est un piège silencieux qui sabote toute possibilité de manifester quelque chose d'authentiquement grand, car lorsque la gratitude n'est pas la base, tout ce que tu demandes se transforme en une extension de ton vide. Il n'y a pas de paix possible pour celui qui ne sait que demander, exiger, réclamer à la vie une facture qu'il ne finit jamais de payer. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte que souvent, tu cherches plus par inertie, non par besoin réel. Le désir est devenu presque une réaction automatique. À peine reçois-tu quelque chose, ton esprit calcule déjà le prochain objectif. Tu ne t'arrêtes même pas une seconde pour intégrer la valeur de ce que tu as obtenu, pour reconnaître combien tu as grandi, pour accepter qu'il y a des choses que tu as déjà et qui semblaient auparavant impossibles. Ce manque de gratitude authentique devient une fuite constante d'énergie, une dette émotionnelle qui ne se règle jamais. Celui qui vit ainsi veut toujours plus, mais ne se sent jamais suffisant. La gratitude est le seul antidote réel contre cette spirale d'insatisfaction. Remercier n'est pas un acte superficiel, ni une mode de développement personnel. C'est une décision psychologique profonde, une manière d'entraîner ton esprit à reconnaître l'abondance avant de te livrer à l'exigence. Il y a une gêne sourde dans l'acte de remercier sincèrement, car cela t'oblige à regarder ce que tu as, à cesser de justifier ton anxiété avec l'excuse de la pénurie. La gratitude te désarme, te laisse sans argument pour te victimiser, te pousse à accepter que même si ta vie n'est pas parfaite, tu as des ressources, des expériences, des relations, des apprentissages que d'autres donneraient n'importe quoi pour vivre. Cette reconnaissance brise le filtre de la rareté et te rend une clarté brutale. Ce n'est pas l'univers qui te doit plus, c'est toi qui dois t'apprendre à recevoir ce que tu as déjà sans le mépriser. Sans gratitude, rien ne suffit. Cette phrase doit être écrite dans ton esprit chaque fois que surgit l'impulsion de demander plus sans conscience. Le stoïcisme le dit clairement. L'abondance interne ne dépend pas de l'accumulation, mais de la capacité à apprécier. Remercier le petit, l'imparfait, le quotidien, est un entraînement de caractère bien plus difficile que n'importe quel accomplissement externe. Quand tu remercies vraiment, non pas par obligation mais par lucidité, ta relation avec le désir change. Tu demandes moins, mais tu reçois plus. Tu agis sans anxiété, car tu cesses de te sentir en déficit avec la vie. La gratitude est une force magnétique silencieuse. Plus tu reconnais et apprécies ce que tu as, plus de portes s'ouvrent. Celui qui remercie avant de demander manifeste depuis l'abondance, non depuis la pénurie. Prends la responsabilité de ta perception dès maintenant. Choisis de voir ce que tu as, même si ce n'est pas parfait, même s'il manque encore des choses. C'est le premier acte de pouvoir réel. La gratitude est le filtre qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si tu n'entraînes pas ce regard, tout ce que tu obtiendras te semblera insuffisant et tu vivras perpétuellement insatisfait. Seul celui qui remercie est prêt à recevoir plus. C'est la vérité qui sépare ceux qui ne poursuivent que des désirs de ceux qui vivent réellement dans l'abondance. Ne demande pas plus sans d'abord honorer ce que tu as déjà. C'est la base de toute manifestation stable et profonde. 7. Maîtrisez vos émotions, dirigez votre vie. Vous marchez dans la rue et soudain, un inconnu vous pousse sans vous regarder. La réaction automatique monte comme un ressort, un geste d'agacement, peut-être une insulte mentale, la tension dans le corps prête à se défendre ou à attaquer. Cet instant, apparemment trivial, est le véritable terrain d'entraînement de vos émotions. Il ne s'agit pas seulement de la poussée, mais de tout le mécanisme interne qui se déclenche. L'interprétation du fait, le dialogue qui surgit dans votre tête, la décision de s'accrocher ou de laisser passer. Dans cette microseconde se résume votre relation avec les émotions. Soit elles vous gouvernent et vous entraînent,
Soit vous les identifiez et choisissez quoi en faire. La plupart des gens réagissent comme s'ils n'avaient pas le choix, comme si l'émotion était une réaction chimique inévitable. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Maîtriser les émotions ne signifie pas cesser de ressentir, c'est assumer la responsabilité totale de ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Les émotions arrivent sans demander la permission, mais rester piégé dans elles est un choix. Tout commence par l'interprétation. Un même fait peut produire de la colère, de la tristesse ou de l'indifférence, selon le filtre mental avec lequel vous le regardez. Ce filtre se construit au fil des ans, mais il peut être démonté par l'entraînement. Vous n'êtes pas victime de vos états internes, vous êtes l'architecte de votre réponse. Si une émotion s'empare de votre journée, ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que vous, mais parce que vous lui cédez le contrôle, sans vous en rendre compte. C'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Chaque fois qu'une émotion intense surgit, la première décision est de l'observer avec distance, de la nommer sans vous fusionner avec elle. Le simple acte de dire « c'est de la colère, c'est de l'anxiété, c'est de la peur » crée déjà une coupure entre le stimulus et la réaction. Cet espace est votre principal outil de pouvoir personnel. Si vous l'utilisez, vous reprenez le contrôle. Si vous l'ignorez, vous restez à la merci d'impulsions qui finissent par décider à votre place. Chaque émotion a une fonction. Le problème n'est pas de ressentir, mais de ne pas savoir à quoi sert ce que vous ressentez. La colère peut être un signal que quelque chose franchit vos limites, la tristesse peut vous montrer une perte que vous devez intégrer, l'anxiété peut vous alerter sur une zone d'incertitude. Si vous vous battez simplement avec l'émotion ou la réprimez, elle devient un poids invisible qui déforme vos actions futures. L'approche stoïque est radicalement différente. Elle utilise chaque émotion comme information, non comme condamnation. Lorsque vous prenez le temps d'analyser la racine émotionnelle de votre réponse, vous pouvez choisir quelle action est cohérente avec vos principes, pas seulement avec votre impulsion. C'est la différence entre vivre à la dérive et diriger votre vie avec autorité. Les conséquences de ne pas maîtriser vos émotions sont claires. Vous prenez des décisions depuis la réactivité, vous rompez des relations par fierté, vous sabotez des opportunités par peur, vous vous épuisez mentalement en restant accroché à des conflits que vous pourriez lâcher. Chaque fois que vous permettez à une émotion de décider à votre place, vous vous éloignez du résultat que vous voulez vraiment. L'autocontrôle n'est pas négation, c'est pure stratégie. Un esprit entraîné à s'observer n'a besoin de réprimer rien. Il décide simplement quand agir et quand laisser passer. Voici la phrase que vous devez retenir. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous décidez de faire avec cela. Si vous l'ancrez dans votre esprit, chaque émotion cesse d'être un ennemi et se transforme en un outil de gestion personnelle. Maîtriser les émotions est la base de toute manifestation réelle, car c'est seulement depuis le calme que vous pouvez répondre avec intelligence, voir des opportunités et maintenir vos objectifs sans que la peur ou la colère ne vous sabotent. Votre vie change lorsque vous cessez d'être otage de vos réactions et devenez le directeur de vos réponses. C'est l'objectif stoïque, ressentir tout mais choisir tout. Celui qui maîtrise ses émotions dirige sa vie. Le reste n'est que bruit. 8. Fais confiance au rythme de ton chemin. Parfois, je regarde mon propre processus avec un mélange de honte et de lucidité brutale. Je me surprends à comparer mon rythme à celui des autres. Je me vois jeter un coup d'œil furtif aux réussites des autres, aux dates auxquelles d'autres obtiennent ce que je désire, aux annonces de triomphe qui apparaissent sur les réseaux, comme si ce calendrier externe avait autorité sur le mien. Et je ressens la pression dans la poitrine, le nœud dans la mâchoire, la respiration qui se raccourcit involontairement. C'est une gêne que tu ne peux pas dissimuler. Elle traverse ta posture, la façon dont tu marches plus vite, en croyant ainsi te rapprocher du résultat, dans le geste de serrer les dents à l'intérieur, lorsque la vie semble avancer plus lentement que prévu. Et là, dans ce minimum d'intervalle entre l'impatience et la résignation, je réalise à quel point il est facile de me trahir,
à quel point il est facile de me méfier de mon propre chemin, juste parce qu'il ne se synchronise pas avec les applaudissements extérieurs. C'est inconfortable de l'admettre, mais l'anxiété d'accélérer les processus est, au fond, un manque de foi en soi. Tu peux remarquer les symptômes dans le quotidien, l'impulsion de vérifier encore et encore le téléphone en attendant de bonnes nouvelles. La tendance à comparer tes progrès avec ceux de quelqu'un que tu ne connais même pas vraiment. L'habitude de sous-estimer tes petits avancements juste parce qu'ils ne semblent pas spectaculaires. L'impatience s'immisce dans ton corps comme une tension sourde. Épaules rigides, regard inquiet, mains qui cherchent à occuper le temps avec n'importe quelle distraction. C'est comme si tu croyais qu'en accélérant le pas, tu peux forcer la vie à respecter tes délais, sans réaliser que tout ce qui est forcé finit par souffrir. Le résultat est une insatisfaction chronique, une sorte de dette émotionnelle qui ne se règle jamais parce que la barre de mesure se déplace toujours un peu plus loin. Celui qui se méfie de son processus ne se repose jamais. C'est une vérité inconfortable, mais réelle. Il y a un apprentissage silencieux à accepter le rythme particulier de ton chemin. Il ne s'agit pas de se rendre ni de justifier la paresse, mais de comprendre que chaque processus a un temps de maturation qui ne peut pas être négocié. La croissance authentique ne se produit pas en ligne droite ni sous pression externe. Elle se manifeste dans les intervalles les moins glamoureux, dans les jours répétitifs où il semble que rien ne change, dans les espaces où le doute et le calme partagent la même pièce. Si tu t'obsèdes avec le résultat immédiat, tu perds la transformation qui se produit dans l'invisible. La patience forge le caractère. L'attente nettoie les attentes. Le temps affine tes intentions. Il est facile d'admirer le succès des autres lorsque tu ne vois que la surface, mais personne ne montre les années de travail silencieux, les nuits où la seule compagnie est l'incertitude, les moments où tout semble stagner et pourtant tu choisis de continuer, même si c'est un pas lent. C'est là que se mesure la confiance réelle. Le stoïcisme le présente sans fioriture. Fais confiance au processus, pas à la promesse. Tu ne peux pas manipuler les cycles naturels, ni appuyer sur un bouton pour accélérer le destin. Ce que tu peux et dois faire, c'est agir chaque jour avec intégrité, garder le focus sur ce qui dépend de toi, puis lâcher prise sur le rythme avec lequel la vie répond. C'est la pratique la plus difficile et la plus libératrice. Parce que lorsque tu cesses de te battre contre le temps, tu récupères de l'énergie pour peaufiner tes actions, pour renforcer ta structure interne, pour profiter de ce qui est déjà en mouvement, même si ce n'est pas encore visible. Fais confiance à ton rythme, pas à la pression externe. Cette phrase doit être répétée chaque fois que l'anxiété pousse de l'intérieur. La confiance réelle est une discipline, pas une émotion passagère. Elle se cultive chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la précipitation, lorsque tu acceptes que ton chemin a son propre calendrier et que cela ne te rend pas moins précieux. Au contraire, cela te donne de la solidité. L'abondance n'arrive pas d'abord à celui qui court le plus, mais à celui qui soutient le processus avec foi et cohérence. Le rythme de ta vie n'a pas à ressembler à celui de quiconque. Respecte-le. Lorsque tu fais confiance, le processus cesse d'être une torture et devient un entraînement silencieux de force. Le résultat finit par arriver, mais tu es déjà quelqu'un de différent avant de le recevoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie ne te demande pas si tu es prêt, elle te jette simplement dans le feu. Et là, au milieu du chaos, tu découvres qui tu es vraiment. La force intérieure ne naît pas dans les jours tranquilles, mais dans les moments où tout semble s'effondrer. Lorsque tu fais face à la perte, à la trahison ou à l'échec, tu n'es pas puni, tu es façonné. L'âme se trempe dans l'adversité, tout comme l'acier dans le feu.
Ce n'est pas un message de réconfort, c'est un rappel. La vie ne s'arrêtera pas pour t'attendre, elle ne te donnera pas d'explication. Tu vas perdre des choses, tu vas tomber, tu vas être testé encore et encore. Mais ce qui compte vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. C'est là que se mesure la grandeur, dans la réaction, dans le calme face à la douleur, dans la dignité lorsque tout s'effondre. Le stoïcisme enseigne précisément cela, à garder l'esprit ferme lorsque le monde devient incertain. Tu ne peux pas contrôler le destin, mais tu peux contrôler ton caractère. Tu ne décides pas du coup, mais tu décides si tu te relèves. Tu ne choisis pas ce qui s'en va, mais tu choisis qui tu deviens quand tout manque. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaut la peine. Parce qu'à la fin, le monde ne respecte pas celui qui crie, mais celui qui résiste en silence. Cette vidéo est pour ceux qui sont prêts à se regarder sans masque et à découvrir que leur force ne dépend pas de la chance, mais de la trempe de leur esprit. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête jamais pour un bateau. Les vagues suivent leur cours sans se soucier de qui essaie de les arrêter. C'est ainsi que va la vie. Imprévisible, parfois violente, parfois sereine, mais toujours en mouvement. Le problème est que beaucoup essaient de contrôler la mer au lieu d'apprendre à la naviguer. Ils s'épuisent à lutter contre l'inévitable, voulant que le monde se plie à leurs désirs, alors que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas d'eux. Résister au cours naturel des choses ne fait qu'augmenter la souffrance. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre les limites de son propre pouvoir. Cela signifie regarder la réalité en face et décider de ne pas perdre son calme pour ce qui est hors de portée. Ce que pensent les autres, le temps, les décisions des autres, les fins que tu n'as pas souhaitées, tout cela appartient à la sphère du désordre. Mais ce que tu fais avec cela, comment tu réagis, cela t'appartient. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une ligne invisible entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. La franchir, c'est te condamner à l'agitation. Le monde ne s'arrête pas parce que tu as mal. La vie continue, même quand tu n'es pas prêt. La seule chose que tu peux contrôler est ton attitude. Tu peux pleurer pour ce qui est parti, ou utiliser cette douleur pour te renforcer. Tu peux te plaindre du destin ou t'adapter et continuer à marcher. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais comment tu choisis de l'interpréter. Accepter est une forme de liberté. Quand tu comprends que rien d'extérieur ne peut te gouverner, la peur perd de sa force, l'anxiété s'affaiblit et l'esprit devient léger. Accepter n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui accepte comprend qu'il y a des moments pour agir et des moments pour observer. Parfois la vie exige de bouger, parfois simplement d'attendre. Tout ne se résout pas par la force. Certaines batailles se gagnent avec sérénité. Accepter, c'est reconnaître que tu ne peux pas changer la tempête, mais que tu peux ajuster tes voiles pour la traverser sans te perdre. Et dans ce calme se cache le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de te libérer du poids inutile de ce que tu ne peux pas changer. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui contrôlent tout, mais celles qui savent s'adapter sans se briser. Accepter la perte, l'injustice ou le changement ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde soit juste pour rester en paix. Parce que la paix ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la façon dont tu décides de les affronter. Le jour où tu cesseras de dépenser de l'énergie à essayer de changer l'incontrôlable, tu ressentiras une force différente, une clarté qui te fera voir que tu n'as pas besoin de tout dominer pour avoir du pouvoir. Tu as juste besoin de te dominer toi-même. Accepter n'est pas la fin de la lutte, c'est le début de la maîtrise intérieure. Celui qui comprend cela arrête de se battre contre la vie et commence à marcher avec elle. Et c'est le premier pas vers la véritable force, te rendre au chaos sans perdre ton centre. 2. Maîtrise ta réaction. Le feu ne détruit pas le fer, il le façonne. De la même manière, les difficultés ne définissent pas une personne. Elles ne font que révéler de quoi elle est faite. Dans la vie, tu ne pourras pas toujours contrôler ce qui se passe, mais tu pourras toujours contrôler ta réaction. Et cette différence change tout.
Chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de répondre calmement, tu le récupères. Le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Ta réaction peut être ton pire ennemi ou ta meilleure stratégie. La plupart des gens vivent en pilote automatique, esclaves de l'impulsion, prisonniers de la colère, de l'offense ou de la peur. Un commentaire, une trahison, une frustration, et ils perdent leur centre. Le stoïcien, en revanche, comprend que l'esprit doit être le gouvernail, pas la tempête. Maîtriser sa réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais l'observer sans te laisser contrôler par lui. Ressentir est humain, mais agir sans réfléchir est un luxe qu'une âme forte ne se permet pas. Quand tu réagis avec colère ou désespoir, tu ne prends pas une décision, tu es emporté par une émotion momentanée. Et ce type d'émotion te fait perdre crédibilité, respect et énergie. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La personne qui peut maintenir sa sérénité lorsque tout est en désordre a plus de pouvoir que celle qui crie, frappe ou menace. Parce que la maîtrise émotionnelle est la forme la plus pure de force. Elle n'est pas visible, mais tout le monde la ressent. La vie te mettra constamment à l'épreuve. Elle te provoquera, te poussera, te tentera de perdre le contrôle. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège, tu deviens plus fort. Maîtriser ta réaction, c'est protéger ton énergie. C'est ne pas donner aux autres la satisfaction de te voir perdre ton sang-froid. C'est comprendre que le silence, souvent, en dit plus que 1000 mots. Tu ne peux pas contrôler le comportement de quiconque, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cela suffit pour changer le cours de n'importe quelle situation. Celui qui maîtrise sa réaction n'est pas froid ni indifférent, il est sage. Parce qu'il a compris que le véritable contrôle ne s'exerce pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne répond pas à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Chaque fois que tu es face à une provocation, souviens-toi de ceci. La première réaction est celle de l'ego, la seconde est celle de la raison. Et seule l'une d'elles te rapproche de la paix. Apprends à attendre, à respirer, à observer avant d'agir. Cette pause est du pouvoir. Cette pause est la différence entre détruire quelque chose de précieux ou le renforcer. Maîtriser ta réaction ne fait pas de toi une personne sans émotion, cela fait de toi une personne avec une direction. Et celui qui a une direction ne perd jamais, même quand tout semble être contre lui. 3. Maintiens la clarté dans la confusion. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Mais si tu attends, si tu laisses tout se calmer, tout devient clair. Il en va de même pour l'esprit. Au milieu du chaos, lorsque les émotions bouillonnent et que les pensées tourbillonnent, la clarté disparaît. Agir dans cet état, c'est comme essayer de naviguer dans une tempête les yeux bandés. C'est pourquoi les sages ne se précipitent pas, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils savent qu'un esprit troublé est le pire des conseillers. La clarté n'arrive pas en criant, elle arrive quand tu apprends à faire taire le bruit. Dans la vie réelle, la confusion ne prévient pas. Elle apparaît dans les moments où tu as le plus besoin de certitude. Elle arrive avec une perte, une trahison, une décision difficile ou une crise inattendue. Et quand elle arrive, la plupart des gens se précipitent. Ils réagissent sans réfléchir, prennent des décisions par peur ou par colère, puis appellent destin ce qui n'était que pure impulsivité. L'esprit se trouble lorsqu'il se laisse gouverner par l'urgence. Mais l'urgence n'a jamais été synonyme de sagesse. Maintenir la clarté dans la confusion signifie rester lucide quand tout le monde perd la tête. C'est voir au-delà du bruit, même lorsque tes émotions te poussent à agir. Cela signifie s'arrêter, respirer, analyser, comprendre, avant de décider. Le stoïcien sait que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. La peur exagère, la colère déforme, la tristesse trompe. C'est pourquoi maintenir la clarté n'est pas nier ce que tu ressens, mais ne pas permettre à ces émotions de décider pour toi. Le monde moderne vit intoxiqué par la précipitation. Tout le monde veut des réponses immédiates, des solutions instantanées, des résultats sans réflexion. Mais l'esprit clair ne naît pas de la hâte, mais du silence. Si tu ne peux pas être en paix avec toi-même, ton jugement sera toujours fragile. La clarté intérieure s'entraîne comme un muscle, en observant tes pensées, en questionnant tes impulsions et en choisissant de ne pas réagir au premier stimulus.
Tu n'as pas besoin de contrôler le chaos externe. Tu as besoin d'ordonner le chaos interne. Lorsque tu atteins la clarté, tu vois le tableau complet. Tu ne te noies plus dans un problème momentané parce que tu comprends que tout passe. Tu ne prends plus de décision à partir de la douleur parce que tu sais que les émotions sont temporaires. L'esprit clair n'élimine pas le chaos, il le comprend. Et cette compréhension te permet d'agir avec précision plutôt qu'avec désespoir. Souviens-toi, personne ne pense bien lorsqu'il est blessé. C'est pourquoi, dans les moments les plus confus, la chose la plus sage à faire n'est pas de décider, mais d'attendre que la poussière retombe. La clarté n'arrive pas toujours rapidement, mais elle arrive toujours si tu as la discipline de ne pas bouger jusqu'à la voir. Ne prends pas de décision permanente sur la base d'émotions temporaires. Ne sacrifie pas ta paix pour le besoin d'avoir raison ou d'agir immédiatement. Dans la confusion, les mots sont superflus. Le silence analyse ce que l'esprit perturbé ignore. Il ne s'agit pas de froideur, il s'agit de stratégie. La personne qui apprend à maintenir la clarté au milieu du chaos devient inébranlable, car elle ne réagit pas, elle choisit. Elle ne suit pas le bruit, elle suit la raison. Elle ne cherche pas à avoir le dernier mot, elle cherche à avoir l'esprit le plus tranquille. Dans un monde où tout le monde court, celui qui pense calmement est toujours un pas en avant. Maintenir la clarté n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Parce que lorsque le chaos s'empare du monde, le véritable pouvoir appartient à celui qui peut continuer à voir clairement. La clarté est le refuge du sage et la condamnation de l'impulsif. Celui qui la conserve dans la confusion ne survit pas seulement, il s'élève. 4. Perds sans te perdre. Le feu peut consumer une forêt entière, mais il peut aussi permettre à la terre de renaître plus fertile. Il en va de même pour les pertes. Elles détruisent ce que tu étais, mais préparent le terrain pour ce que tu seras. Perdre est inévitable, mais te perdre toi-même ne devrait pas l'être. À un moment donné, tu vas perdre des personnes, des opportunités, des choses, même des parties de toi. L'important n'est pas ce qui s'en va, mais ce que tu décides de conserver, ton intégrité, ton calme et ton essence. La vie ne te prend pas pour te punir. Elle te prend pour te rappeler que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Perdre fait partie de l'ordre naturel. Tout ce qui arrive un jour s'en va. Parfois sans préavis, sans justice, sans explication. Mais quand tu comprends cela, la perte cesse d'être un ennemi et devient un maître. Ceux qui vivent dans la peur de perdre sont esclaves de ce qu'ils possèdent. Ceux qui acceptent la perte comme partie du chemin sont les seuls véritablement libres. Car la liberté ne se mesure pas par ce que tu as, mais par ce que tu peux lâcher sans te briser. Tu perds quand on te licencie du travail, quand quelqu'un te trahit, quand un rêve ne se réalise pas. Mais la véritable défaite arrive quand tu permets que cela te vole la foi, la dignité ou la capacité de réessayer. La perte externe ne détruit pas autant que la perte interne. Tu peux tout perdre et rester entier, ou tu peux tout avoir et te sentir vide. La différence réside dans l'endroit où tu as placé ta valeur. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui t'appartient vraiment ne peut être arraché. Tes principes, ton caractère, ta façon d'agir face à l'adversité, personne ne peut te les enlever. C'est pourquoi le sage ne s'accroche pas. Si la vie décide de t'arracher quelque chose, il le laisse partir. Si le destin emporte quelqu'un, il le laisse partir sans ressentiment. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il comprend que résister au cycle naturel ne fait que prolonger la souffrance. Perdre est inévitable, mais se perdre dans la douleur est optionnel. Celui qui apprend à perdre sans se perdre devient quelqu'un de dangereux, car on ne peut plus le manipuler avec la menace du vide. Il a compris que tout ce qu'il possède est emprunté, même sa propre vie. Et à partir de cette compréhension, il agit avec liberté. Il n'a pas besoin de retenir, seulement de remercier. Il ne se bat pas pour contrôler, seulement pour comprendre. La sérénité face à la perte n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est la certitude que l'essentiel ne s'en va jamais parce qu'il réside à l'intérieur. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, ne cherche pas de consolation dans la pitié, ni de refuge dans la résignation. Cherche la croissance. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette leçon. Chaque perte t'apprend à prioriser, à te détacher,
à voir plus clairement ce qui compte vraiment. Parfois, ce qui semble être une fin n'est qu'un nettoyage nécessaire pour l'âme. Et quand tout semble s'effondrer, souviens-toi, tu n'es pas né avec rien, et pourtant te voilà, respirant, ressentant, avançant. Tu ne perds pas ce que tu es, seulement ce qui n'était pas permanent. La force n'est pas dans l'évitement des pertes, mais dans le fait de rester toi-même, même après elles. Perdre sans te perdre est un art, l'art de rester debout quand tout s'effondre, l'art de regarder vers l'avant sans rancune, l'art de continuer à croire, même si le monde t'a presque tout pris. Parce que tant que tu ne te perds pas toi-même, tu n'auras jamais vraiment perdu. 5. Garde ton calme face au mal. Un lion ne rugit pas chaque fois qu'on le provoque. Il observe, mesure et attend. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Ainsi devrait être l'être humain face au mal, ferme mais serein. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait que réagir avec colère ne fait qu'alimenter l'ennemi. Dans un monde où tout le monde cherche une réponse immédiate, garder son calme est un acte de pouvoir. La plupart confondent contrôle et indifférence, mais ce sont des choses différentes. Ne pas réagir ne signifie pas que cela ne t'affecte pas. Cela signifie que tu ne donnes pas à l'autre le privilège de décider de ton état mental. Quand quelqu'un te blesse, la réaction naturelle est de riposter, de te défendre, de montrer que tu n'es pas faible. Mais le stoïcien comprend que répondre à partir de la blessure ne fait que prolonger la douleur. Chaque fois que tu agis sous l'influence du ressentiment, le mal se multiplie. Le calme, en revanche, coupe le cycle. C'est une façon de dire « tu ne pourras pas m'entraîner avec toi ». La sérénité ne supprime pas l'offense, elle la transforme. Elle te permet d'observer le mal à distance, de le comprendre et de décider ce qui mérite ton énergie. Celui qui se laisse emporter par la colère perd le contrôle de lui-même. Et celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille. Il n'y a pas de pire défaite que de permettre à quelqu'un d'autre de diriger ton comportement. C'est pourquoi le sage ne cherche pas la vengeance, il cherche la compréhension. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a appris que se venger est facile, mais que guérir est ce qui coûte vraiment. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. La personne qui ne répond pas à la provocation n'est pas aveugle au mal. Elle a simplement décidé de ne pas alimenter le feu. Garde ton calme face au mal, car la douleur passe toujours. Mais les décisions prises en colère laissent des cicatrices plus profondes. Si quelqu'un te trahit, observe. Si on t'humilie, garde le silence. Non pas parce que tu manques de courage, mais parce que tu comprends que le temps révèle tout et met chacun à sa place. Parfois, ta meilleure réponse est de continuer à avancer sans dire un mot. Ce silence déroute ceux qui espéraient te voir tomber. La sérénité, c'est la forme de vengeance la plus silencieuse. Parce que pendant que l'autre se consume dans son propre poison, tu continues à grandir. Celui qui apprend à garder son calme quand tout s'effondre devient intouchable. Les coups ne le secouent plus, ils le façonnent. Sa force n'est pas dans l'agression, mais dans la discipline émotionnelle qui l'empêche de perdre le contrôle. Je ne peux pas empêcher le monde de te blesser, mais tu peux décider de ce que tu fais de ces blessures. Tu peux les transformer en excuses ou en leçons. La douleur n'a pas toujours de sens, mais elle laisse toujours une leçon. Chaque offense est une opportunité de te prouver à toi-même que tu ne réagis plus comme avant. Et quand tu arrives à ce point, tu comprends que ce n'est pas le mal qui te change, mais ta réponse à lui. Garder ton calme n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est protéger ta paix. C'est reconnaître que ton énergie vaut plus qu'une dispute, que ta dignité n'a pas besoin de défense, que ta tranquillité ne se négocie pas. Peu importe combien de bruit il y a dehors, si tu arrives à rester silencieux à l'intérieur, le mal se dissout. Le calme ne te rend pas insensible à la douleur, mais il te rend plus sage face à elle. Parce que celui qui maîtrise son esprit, maîtrise le monde, et aucun coup ne peut briser celui qui a appris à être son propre refuge. 6. Fais de la patience ta force. Le bambou passe des années à pousser sous terre avant d'émerger à la surface. Alors que tout le monde pense que rien ne se passe, ses racines se renforcent en silence. Et quand il finit par germer, il grandit avec une vitesse et une fermeté qui surprennent tout le monde. C'est ainsi que fonctionne la patience.
On ne la remarque pas au début, mais elle construit une base si solide que rien ne peut la briser par la suite. Dans un monde où tout le monde recherche des résultats immédiats, être patient est un acte de rébellion et une démonstration de pouvoir intérieur. La plupart des gens confondent patience et inactivité, mais ce sont des choses différentes. La patience n'est pas attendre les bras croisés, c'est agir avec un but sans se laisser dominer par la hâte. L'impatient veut récolter sans avoir semé, il veut le résultat sans avoir supporté le processus. Mais tout ce qui grandit vraiment a besoin de temps. L'esprit, le caractère, les rêves, même la guérison. Rien d'authentique ne naît de l'urgence. La patience, en revanche, enseigne à résister à l'inconfort, sans se rendre, à continuer à avancer quand rien ne semble avancer. Le stoïcien voit dans la patience une forme de discipline. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est la capacité de maintenir le cap quand le chemin devient incertain. L'impatience est fille de la peur, du désir de contrôle, de l'incapacité à accepter que certaines choses ne fleurissent que lorsqu'elles arrivent à leur moment. Celui qui apprend à attendre sans désespérer acquiert une force que peu de gens possèdent, car sa valeur ne dépend pas du rythme du monde, mais du sien propre. Nous vivons à une époque qui glorifie l'immédiateté. Nous voulons des réponses rapides, des récompenses instantanées, des changements visibles immédiatement. Mais cette urgence constante épuise l'esprit et tue la profondeur. La patience, au contraire, t'apprend à respirer au milieu du chaos, à faire confiance au processus invisible, à ne pas abandonner simplement parce que tu ne vois pas encore le résultat. La véritable maturité consiste à supporter l'attente sans perdre la foi. Chaque retard, chaque obstacle et chaque silence font partie de ton entraînement. La patience n'élimine pas les défis. Elle te prépare à les affronter sans perdre ton calme. C'est l'art de résister sans se durcir. Quand tu arrives à la maîtriser, tu découvres que tu n'es plus frustré par ce qui n'arrive pas vite, parce que tu comprends que ce qui compte, ce n'est pas quand, mais comment ça arrive. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Il n'y a pas de victoire plus grande que d'apprendre à attendre sans anxiété. Les meilleures décisions naissent dans des esprits tranquilles, pas dans des esprits désespérés. Quand tu as l'impression que rien n'avance, tu apprends en réalité à avancer en toi. La patience ne t'éloigne pas de tes objectifs, elle te renforce pour les mériter. Chaque moment d'attente te façonne, te polit et t'apprend à apprécier ce qui vient. Être patient, ce n'est pas accepter la lenteur du monde, c'est maîtriser ton propre rythme. C'est comprendre que la rapidité n'est pas toujours synonyme de progrès et que ce qui est obtenu facilement se perd tout aussi rapidement. Celui qui fait de la patience sa force n'a pas besoin de courir, car il sait qu'il arrivera. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il fait confiance au processus. Et quand tout le monde abandonne par impatience, lui continue, constant, silencieux, inarrêtable. Fais de la patience ta force, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui te distingue des autres. L'impatient réagit, le patient construit. Et pendant que le reste du monde désespère, en cherchant des résultats, tu grandis sans bruit, sans hâte, mais avec la certitude que ce qui vaut la peine n'arrive jamais vite. Il arrive quand tu es prêt à le soutenir. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un miroir brisé ne cesse pas de refléter. Il change simplement la façon dont il montre la réalité. Les chutes sont comme ça, des fragments de ce que tu étais, qui t'obligent à voir des parties de toi que tu ignorais auparavant. Personne n'arrive loin sans trébucher, mais seuls quelques-uns transforment la chute en élan. La plupart restent à se lamenter sur le coup, sans comprendre que le sol n'est pas là pour t'humilier, mais pour te rappeler où te relever. Tomber n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas apprendre de la chute. Les chutes sont inévitables. Parfois, elles se déguisent en erreur, en échec, en déception ou en perte. Mais derrière chacune d'elles se cache une leçon qui n'est pas enseignée dans les bons moments. Le succès ne forme pas le caractère, la chute le fait. Parce que c'est sur le sol que tu te vois sans masque, où la vie t'oblige à décider si tu continueras à te lamenter ou si tu te relèveras avec plus de force. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui se passe n'est complètement contre toi. Il y a toujours quelque chose que tu peux extraire pour grandir.
Transformer la chute en apprentissage nécessite de l'humilité. Il ne s'agit pas de justifier l'erreur, mais de la comprendre. D'accepter ta part, de regarder le dommage sans dramatisation et de te demander « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Beaucoup tombent et blâment le monde, mais le sage tombe et s'observe lui-même. Parce que la leçon n'est pas à l'extérieur, elle est dans la façon dont tu réagis. Si tu apprends à voir chaque faux pas comme une opportunité d'amélioration, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un maître. Le problème est que nous vivons dans une société qui a peur de se tromper. Tout le monde veut paraître invincible et dans cette tentative, il nie ce qu'il y a de plus humain, l'échec. Mais celui qui ne se permet pas de tomber n'apprend pas non plus à se relever. Les chutes enseignent la patience, la force et l'humilité. Elles te montrent que le contrôle est une illusion et que la véritable croissance commence lorsque tu cesses de résister à l'erreur. Il n'y a pas de transformation sans chute, tout comme il n'y a pas de vol sans élan. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ne te punis pas, analyse. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette expérience. Parfois, la vie te renverse pour faire de la place à une nouvelle version de toi. Une version qui ne pourrait pas exister sans cette rupture. Les blessures ne font pas que faire mal, elles ouvrent aussi des portes. Et si tu apprends à les voir comme des guides, tu ne sortiras jamais vite d'une défaite. Le stoïcien ne craint pas de trébucher parce qu'il ne mesure pas sa valeur par les résultats, mais par sa capacité à s'adapter. Il peut tomber 1000 fois et continuer avec dignité parce qu'il comprend que l'apprentissage est plus important que l'image. Tomber ne détruit pas, l'orgueil le fait. Chaque fois que tu te relèves après un coup, tu démontres que l'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de répondre. La vie te mettra à genoux encore et encore, mais pas pour te voir abandonner, mais pour te rappeler que de là, tu peux aussi regarder le ciel. Chaque chute est une opportunité pour réorganiser ton chemin, pour renforcer ce qui était faible avant, et pour rappeler que même le sol peut être un point de départ. Transforme la chute en apprentissage, parce que pendant que le reste craint de trébucher, tu apprendras à voler plus haut, avec plus de sagesse, et avec plus de calme, et avec la certitude que rien de ce qui te fait tomber ne peut t'arrêter si tu choisis de te relever différemment. 8. Sois authentique en toutes circonstances. Le masque peut impressionner pour un moment, mais tôt ou tard, il se fissure. L'authenticité, en revanche, n'a pas besoin de s'exhiber, elle se ressent. Être authentique, c'est avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque le monde te demande d'agir comme quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grande force que de marcher avec la conscience tranquille, sachant que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, ni que tu ne t'es pas déguisé par peur. La société récompense l'apparence, mais l'âme se flétrit lorsqu'elle vit en feignant. La vraie paix commence lorsque tu cesses de négocier ton essence pour t'intégrer. Être authentique ne signifie pas être parfait, cela signifie être cohérent. Cela signifie soutenir tes valeurs même lorsque personne ne les voit. Cela signifie ne pas te trahir pour obtenir l'acceptation. L'authenticité est mise à l'épreuve lorsque la pression augmente, lorsque tu es entouré de jugements ou de tentations, lorsque être toi coûte plus que de faire semblant. C'est là que l'on voit qui a du caractère et qui n'a qu'une façade. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être intègre. Il sait que vivre selon ce qu'il pense, dit et fait en harmonie, est la forme la plus élevée de liberté. Chaque fois que tu t'adaptes pour être aimé, tu perds un fragment de toi. Chaque mensonge, chaque geste forcé, chaque tentative de paraître ce que tu n'es pas, t'éloigne de ton centre. Et plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te sens vide, même si le monde t'applaudit. L'authenticité ne garantit pas le succès immédiat, mais elle te donne quelque chose qu'aucune reconnaissance ne peut acheter, le respect de soi. Et celui qui se respecte lui-même ne s'agenouille pas devant les modes, les critiques ou les exigences des autres. Être authentique implique également d'accepter tes défauts, tes ombres et tes limites. Il ne s'agit pas de les exhiber, mais de les reconnaître avec humilité. La personne authentique n'a pas besoin de cacher ses blessures parce qu'elle sait qu'elles font partie de son histoire. Elle ne cherche pas à paraître invincible, elle cherche à être réelle. Cette honnêteté attire plus que toute tentative de perfection.
Dans un monde plein d'imitations, être authentique devient révolutionnaire. Il y aura des moments où être authentique te coûtera des amitiés, des opportunités ou de l'approbation. Mais si tu dois te trahir pour garder quelque chose, alors cela n'a jamais été à toi. Les masques te protègent du jugement, mais ils t'isolent également de la véritable connexion. Personne ne peut vraiment t'aimer si tu ne montres qu'une version éditée de toi. L'authenticité, bien qu'inconfortable, finit toujours par libérer. Elle t'éloigne de ceux qui ne résonnent pas avec toi et attire ceux qui te comprennent vraiment. Le stoïcien sait que la plus grande paix ne vient pas d'être admiré, mais d'être fidèle à soi-même. Tu peux tromper le monde, mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience. La cohérence est une forme de force silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas, elle se ressent simplement dans la façon dont tu marches, parles et décides. Être authentique n'est pas une stratégie, c'est un mode de vie. C'est choisir la vérité même quand elle fait mal. C'est garder ton essence quand tout le monde se vend pour de l'attention. C'est regarder dans le miroir sans honte parce que tu sais que tu n'as pas agi pour plaire. Et quand tu vis ainsi, tu découvres que l'authenticité ne te donne pas seulement du respect, elle te donne du pouvoir. Le pouvoir de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Le pouvoir de ne pas changer ton visage chaque fois que le public change. Parce qu'à la fin, le masque tombe, mais le caractère reste. Et seul celui qui reste fidèle à lui-même, même dans la tempête, peut dire qu'il vit avec une véritable liberté. 9. Garde ta dignité au milieu du chaos. Le tonnerre peut effrayer tout le monde, mais il ne change jamais le cours du ciel. Il en va de même pour la dignité. Elle ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la stabilité intérieure. Dans les moments les plus durs, lorsque la trahison, le chaos ou la perte tentent de te briser, garder ta dignité est ta plus grande victoire. C'est le bouclier qui te protège de devenir ce qui t'a blessé. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de ne pas te rabaisser au niveau de ce qui a tenté de te détruire. La dignité se révèle lorsque tout le reste disparaît. N'importe qui peut paraître serein lorsque la vie est facile, mais seul celui qui conserve son calme dans la tempête démontre un véritable caractère. Le chaos ne te vole pas ta tranquillité. Tu la lui donnes lorsque tu laisses la peur ou la colère te contrôler. Garder ta dignité ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser la douleur décider pour toi. C'est choisir l'élégance sur la colère, le silence sur la réaction, l'intégrité sur la vengeance. Le stoïcien comprend que le respect de soi est la seule valeur qui ne peut être arrachée. Tu peux perdre de l'argent, ta position, voire ta réputation, mais si tu conserves ta dignité, tu restes invincible. Les circonstances changent, les opinions changent, mais ce que tu fais quand personne ne te voit, cela te définit. La dignité est un feu intérieur qui ne s'éteint pas avec les vents du mépris, ni avec l'injustice du monde. C'est le rappel que ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te traite, mais de la façon dont tu choisis de répondre. Quand l'environnement devient chaotique, beaucoup perdent le contrôle. Certains crient, d'autres attaquent, d'autres abandonnent. Celui qui maintient sa dignité, en revanche, agit avec sérénité. Il ne se rabaisse pas pour gagner une discussion et n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait que le véritable pouvoir s'exerce depuis le self-control, pas depuis la réaction. Et pendant que les autres sombrent dans leur propre chaos, il reste debout, intact à l'intérieur, même si tout tremble à l'extérieur. Garder ta dignité signifie aussi savoir te retirer la tête haute. Tout ne mérite pas une explication. Chaque bataille ne vaut pas ton énergie. Parfois, la victoire est dans le silence. Rester silencieux quand on te provoque n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Partir sans rancune quand on te trahit n'est pas de la lâcheté, c'est de l'amour propre. La dignité est de savoir quand rester et quand partir, sans perdre le respect de soi dans le processus. La vie te mettra dans des situations où on voudra te voir perdre ton calme, où tu ressentiras la tentation de répondre avec colère ou vengeance. Mais quand tu réussiras à garder ton calme et à marcher avec assurance, tu comprendras que la dignité ne protège pas seulement ta paix, mais aussi ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit quand tu sais déjà qui tu es. Chaque fois que tu choisis la sérénité face à la provocation, tu renforces ton esprit.
Chaque fois que tu ne réagis pas à l'attaque, tu réaffirmes ton contrôle. Garder ta dignité n'est pas seulement une attitude, c'est une façon de vivre. Cela signifie avoir une colonne vertébrale solide dans un monde de genoux. Parce que quand le chaos t'entoure et que le bruit est assourdissant, la dignité sera ton silence le plus fort, ton bouclier le plus élégant et ta victoire la plus nette. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ta façon de parler définit ton destin. Ce ne sont pas les autres, ni la chance, ni le passé. C'est la façon dont tu te décris qui construit tes limites. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est comme ça que je suis, ou « je ne suis pas doué pour ça », tu donnes un ordre à ton esprit, et l'esprit obéit. Ces phrases semblent innocentes, mais ce sont des chaînes. Elles te rendent petit, te convainquent que tu es moins, et le pire, c'est que tu finis par le croire. C'est ainsi que le langage devient l'arme la plus silencieuse de l'autosabotage. Tu n'as pas besoin de crier pour te saboter. Il suffit de parler mal de toi-même tous les jours. Tu le fais quand tu te justifies, quand tu t'excuses, quand tu dis « je suis perfectionniste » pour ne pas prendre de risques ou « j'ai de la malchance pour ne pas essayer à nouveau ». Tu le fais quand tu utilises la peur comme bouclier et le pessimisme comme identité. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses que tu es honnête, mais ce que tu fais vraiment, c'est nourrir la version la plus faible de toi. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, mais à te réveiller. Parce que si ta vie ne change pas, c'est parce que tu continues à répéter le même scénario interne. Les mots que tu utilises ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la créent. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir comment le langage peut être ta prison ou ta libération. Tu vas apprendre à détecter les phrases qui te limitent, à démonter leur signification et à les remplacer par une façon de parler qui te pousse, pas qui te retient. Parce que quand tu changes ta façon de parler, tu changes ta façon de penser. Et quand tu changes ta pensée, tu changes ta vie. 1. Remets en question tes propres croyances. Imagine que ton esprit soit une maison. Chaque pensée est un meuble. Chaque mot que tu utilises pour parler de toi est un mur que tu renforces ou une fissure que tu élargis. Il y a ceux qui vivent dans des manoirs remplis de lumière parce qu'ils ont été construits avec des mots solides, et d'autres habitent des pièces étroites, sans se rendre compte qu'ils ont eux-mêmes élevé les murs. Le langage ne décrit pas seulement ce que tu penses, il le façonne. Et quand tu répètes un mensonge sur toi assez longtemps, ton esprit le transforme en une vérité immuable. C'est pourquoi la première leçon est simple mais puissante. Remets en question tes propres croyances. Pendant des années, tu t'es raconté des histoires qui te limitent. Je ne suis pas bon pour ça. Je ne suis pas né avec du talent. Ça m'arrive toujours. Ce sont des phrases qui semblent inoffensives, mais ce sont des ancres déguisées en sincérité. Les croyances ne sont pas toujours le résultat de la logique, mais de l'habitude. Tu les as héritées, tu les as répétées, et sans t'en rendre compte, tu les as défendues comme si elles faisaient partie de ton identité. Le plus dangereux n'est pas d'avoir une fausse croyance, mais de ne jamais t'arrêter pour l'examiner. Te remettre en question n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Cela signifie observer ton esprit avec la même attention qu'un artisan examine son œuvre avant de continuer. Cela signifie avoir le courage de te demander « Est-ce que ce que je pense de moi est vrai ou est-ce une excuse que j'ai apprise pour ne pas sortir de ma zone de confort ?» Quand tu poses cette question avec honnêteté, quelque chose change. Tu arrêtes d'obéir aveuglément à ton ancien scénario et tu commences à en écrire un nouveau. Chaque croyance négative agit comme un filtre. Si tu crois que tu ne mérites pas quelque chose, ton cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Mais si tu changes de perspective et dis « je peux apprendre », ton esprit commencera à voir des chemins là où avant, il ne voyait que des murs. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides d'optimisme, mais de reconnaître que chaque pensée a des conséquences réelles.
L'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu expérimentes. Donc quand tu te définis de manière limitée, tu entraînes ton cerveau à agir en petit. Les stoïciens enseignaient que le plus grand pouvoir humain réside dans le jugement. Non pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les interprètes. Marc Aurèle a écrit que tout dépend de la façon dont tu le vois. Et c'est vrai. Les mots que tu utilises pour regarder le monde déterminent également comment tu l'affrontes. Si tu répètes que tu es maladroit, tu éviteras les défis. Si tu crois que tu n'es pas assez bon, tu ne verras jamais d'opportunités, seulement des menaces. Mais si tu oses remettre en question ce que tu crois de toi, tu verras que beaucoup de tes limites ne sont que des perceptions mal entraînées. Questionner ne signifie pas te détruire, cela signifie te comprendre. C'est te donner l'opportunité de séparer qui tu es de ce que tu as appris à penser de toi. Quand tu changes une seule croyance limitante, toute ta structure mentale se réorganise. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'air entre, la lumière entre, et soudain tu peux voir tout ce qui semblait invisible auparavant. C'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas grandir si tu continues à croire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre l'histoire qui te maintient au même endroit. Remets en question tes pensées, défie tes étiquettes et arrête d'accepter tout ce que ton esprit te dit comme si c'était la vérité. Chaque fois que tu brises une croyance limitante, tu récupères un morceau de ta liberté. 2. Parle avec responsabilité. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles ne reviennent pas. Mais le plus curieux, c'est que la plupart du temps, elles ne visent pas les autres, mais toi. Ce que tu dis de toi-même, ce que tu répètes sans réfléchir, finit par modeler la façon dont tu te vois, agis et décides. Dire « je suis comme ça » n'est pas une description, c'est une sentence. Dire « je ne peux jamais » n'est pas une observation, c'est un ordre. Le langage que tu utilises devient le terrain où tes pensées prennent racine. Et si ce terrain est rempli de négativité ou de résignation, rien de nouveau ne poussera. Parler avec responsabilité signifie assumer le pouvoir de tes mots, pas seulement envers les autres, mais envers toi. Cela signifie reconnaître que chaque phrase que tu prononces est une affirmation que ton esprit enregistre comme vérité. Quand tu te décris avec des phrases comme « j'ai de la malchance » ou « je suis un désastre », tu n'es pas réaliste. Tu programmes ton esprit pour obéir à cette histoire. Et le pire, c'est que tu cherches ensuite des preuves dans la réalité qui confirment ce que tu as dit. C'est ainsi que naît le cercle de l'autosabotage. Tes mots créent des pensées, tes pensées créent des actions, et tes actions confirment les mots avec lesquels tu t'es défini. Les gens ont tendance à sous-estimer la force de leur langage. Ils parlent sans réfléchir, sans se rendre compte que leur discours interne devient un contrat avec leur destin. Si tu dis tous les jours « je suis fatigué », ton corps l'assume. Si tu répètes « je ne peux plus », ton esprit abandonne avant même d'essayer. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme, mais de parler avec conscience. Dire « j'apprends » au lieu de « je suis mauvais à ça » change complètement la direction de ton énergie. Les mots peuvent être des outils de croissance ou des armes d'autodestruction, selon la façon dont tu les utilises. Parler avec responsabilité implique aussi de réfléchir avant de parler sous l'effet de l'émotion. Les mots lancés dans la colère, la peur ou la frustration construisent presque toujours le regret. Sénèque disait que rien ne ressemble plus à la folie que la colère, et il avait raison. Quand tu parles sans conscience, tu donnes le contrôle de ton esprit à tes impulsions. Mais quand tu choisis tes mots avec intention, tu deviens maître de toi-même. Chaque conversation avec toi-même est une opportunité de construire ou de détruire ton identité. Si tu te parles comme quelqu'un de faible, ton esprit agira comme quelqu'un de faible. Si tu te parles comme quelqu'un de capable, tu commenceras à agir en conséquence. Parler avec responsabilité, c'est comprendre que les mots ne sont pas seulement de la communication, ils sont une direction. La façon dont tu te parles détermine où tu vas. Pense à ceci. Combien de fois as-tu dit quelque chose juste pour justifier l'inaction? Je n'ai pas le temps, je ne suis pas bon à ça, il est trop tard pour commencer. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des échappatoires. Chacune de ces phrases est une façon élégante d'éviter le changement.
Parler avec responsabilité, c'est arrêter de te cacher derrière elle. C'est oser utiliser ta voix comme outil de transformation. Le langage est une boussole. Si tu parles toujours à partir de la peur, tu marcheras en cercle. Mais si tu commences à parler avec responsabilité, chaque mot deviendra un pas ferme vers la version de toi que tu veux construire. Parce que quand tu parles avec intention, ton esprit s'aligne, tes actions s'ordonnent et ta vie commence à suivre la direction de tes mots. 3. Accepte la peur et avance. La peur est comme une ombre. Elle est toujours avec toi, même si tu essaies de ne pas la regarder. Tu peux courir autant que tu veux, mais elle ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. Certains la cachent derrière des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas prêt » ou « je ne sais pas si je suis à la hauteur ». Derrière chacun de ces mots, il y a de la peur déguisée en prudence. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que tu as peur d'échouer, peur de t'exposer, peur de perdre quelque chose qui en réalité ne te fait plus de bien. Mais la peur n'est pas l'ennemi, c'est le signe que tu es face à quelque chose qui peut te faire grandir. Accepter la peur ne signifie pas se rendre à elle, mais arrêter de fuir. C'est reconnaître que ressentir de la peur ne te rend pas faible, ça te rend humain. Tout le monde ressent de la peur, mais tout le monde n'agit pas malgré elle. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, mais ceux qui apprennent à vivre avec sans la laisser diriger leur vie. Si tu attends de ne plus avoir peur pour bouger, tu resteras immobile toute ta vie. La clé est de bouger avec elle à tes côtés, pas derrière toi. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas le faire », ce que tu dis vraiment, c'est « je ne veux pas affronter ce qui me fait peur ». Mais il n'y a pas de croissance sans inconfort. Chaque pas que tu fais hors de ta zone de confort se sent comme un saut dans le vide, mais c'est le seul chemin vers la liberté personnelle. La peur ne disparaît pas avec des pensées positives, elle disparaît avec l'action. Quand tu fais un pas, la peur rétrécit. Quand tu l'affrontes, elle perd de sa puissance. Quand tu la comprends, elle devient un maître silencieux qui t'enseigne jusqu'où tu peux aller. Le langage de la peur est rusé. Il te convainc que tu es réaliste, alors qu'en réalité tu es prisonnier. Je ne suis pas si bon, je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi. Ce sont des phrases confortables, sûres, mais lâches. Elles te font te sentir protégé tout en te volant ton avenir. Parler avec responsabilité implique aussi comment tu te parles quand la peur apparaît. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « j'ai peur mais je vais le faire quand même ». Cette petite différence change toute la direction de ton esprit. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La peur se nourrit des scénarios que tu crées dans ta tête, pas des faits. Pense à combien de fois tu as repoussé quelque chose juste par peur de ce qui pourrait arriver. Et quand tu l'as finalement fait, ce n'était pas aussi grave que tu l'imaginais. L'esprit exagère les risques pour te maintenir dans ce que tu connais. Mais ce que tu connais n'est pas toujours ce qui est juste. Accepter la peur est un acte d'intelligence émotionnelle et de pouvoir intérieur. La prochaine fois que la peur te parle, ne la fais pas taire, écoute-la. Demande-lui ce qu'elle essaie de protéger. Peut-être te rappellera-t-elle une vieille blessure, un rejet, une humiliation. Mais comprendre son origine ne signifie pas se rendre, cela signifie se libérer. La peur cesse de te dominer quand tu la nommes et continue d'avancer. C'est la différence entre celui qui grandit et celui qui stagne. Accepter la peur et avancer est la véritable épreuve du caractère. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, il s'agit de décider qui commande. Et quand tu apprends à marcher avec la peur, chaque pas devient une déclaration de force. Parce que le courage ne se mesure pas par l'absence de peur, mais par la volonté de continuer à marcher, même lorsque le sol tremble sous tes pieds. La peur n'est pas vaincue, elle est transcendée, et chaque fois que tu le fais, une partie de toi devient invincible. 4. Ose être imparfait. Imagine que ta vie soit une peinture en constante création. Chaque décision, chaque erreur, chaque tentative ratée est un coup de pinceau. Mais beaucoup, par peur de se tromper, n'osent jamais peindre. Ils restent à regarder la toile blanche, attendant le moment parfait, le trait parfait, l'opportunité parfaite. Et pendant qu'ils attendent, le temps s'écoule. La perfection devient une excuse élégante pour ne pas avancer.
On confond le désir de bien faire les choses avec l'obsession de ne pas échouer. Et ce qui commence comme une norme de qualité finit par être une cage mentale qui étouffe toute possibilité de croissance. Oser être imparfait ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que le progrès naît toujours de l'erreur. Personne n'apprend sans trébucher, personne n'évolue sans se salir les mains. L'idée que tout doit bien se passer dès le début est une illusion qui tue l'action. Quand tu te permets d'échouer, tu te permets d'avancer. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est la peur déguisée en excellence. Peur du jugement, peur du rejet, peur de ne pas répondre à une image qui n'existe même pas. La perfection n'est pas atteinte. Elle est poursuivie et cette poursuite sans fin te vole la paix. C'est la voix qui te dit « ce n'est pas assez ». Tu n'es pas prêt, tu peux faire mieux même quand tu le fais déjà bien. Cette voix ne veut pas que tu t'améliores, elle veut que tu te paralyses. Parce que plus tu exiges, moins tu agis. L'action imparfaite a toujours plus de valeur que l'intention parfaite. Si tu attends que tout s'emboîte pour bouger, tu resteras coincé dans un cycle de doute et d'autocritique. La véritable maîtrise n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec conscience, apprendre, ajuster et continuer. Les grands artistes, penseurs et leaders ne sont pas allés loin parce qu'ils étaient impeccables, mais parce qu'ils ont osé montrer leurs erreurs et apprendre d'eux. Sénèque disait que l'homme sage ne fuit pas les erreurs, il les affronte. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui progresse et celui qui stagne. Chaque imperfection que tu crains de montrer est une opportunité de grandir. Les gens pensent que la vulnérabilité les rend moins, alors qu'en réalité elle les rend plus humains. Personne ne fait confiance à la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Les connexions réelles se construisent à partir de l'authenticité, pas de l'apparence. Quand tu oses être imparfait, tu inspires les autres à faire de même, parce que tu montres que tu n'as pas besoin d'être intouchable pour être précieux. Le perfectionnisme ne te vole pas seulement du temps, il te vole aussi ton identité. Il te transforme en quelqu'un qui cherche l'approbation avant le but. Tu arrêtes d'agir par conviction et tu commences à agir par peur. Mais l'imperfection et la liberté, c'est le rappel que tu peux te tromper et continuer à avancer, que tu peux tomber et rester digne, que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour continuer ton chemin. Ose être imparfait, car c'est de cette acceptation que naît la véritable amélioration. La perfection est statique, l'imperfection est mouvement. Chaque fois que tu fais quelque chose, même si ce n'est pas parfait, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur le progrès, pas sur la comparaison. Le monde n'a pas besoin de personnes sans défaut. Il a besoin de personnes réelles, avec des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement. Si tu attends le moment parfait, il n'arrivera jamais. Si tu oses commencer même avec peur, tu avances déjà. Parce que l'imperfection n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu es vivant, en processus et en croissance. 5. Transforme la plainte en réflexion. Il y a des gens qui se lèvent chaque jour avec un nuage au-dessus de leur tête. Peu importe le temps, le travail ou la compagnie, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Ils se plaignent du trafic, de la fatigue, du temps, des autres, du passé et même de l'avenir. Et le pire, c'est qu'ils pensent que cela les libère. Mais en réalité, la plainte ne décharge pas, elle enchaîne. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y ajoutant plus de flammes. Plus vous vous plaignez, plus le sentiment d'impuissance qui vous consume se renforce. La plainte ne résout rien. Elle ne fait que réaffirmer l'idée que vous êtes victime de quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Transformer la plainte en réflexion est un acte de maturité. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de transformer le mécontentement en compréhension. Chaque fois que vous vous entendez vous plaindre, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je fais pour améliorer cela ? Quelle partie de cela dépend de moi ?» C'est la différence entre celui qui se noie dans ses frustrations et celui qui les utilise comme élan. La réflexion transforme le bruit en clarté. Quand vous arrêtez de vous plaindre et commencez à observer, votre esprit cesse de chercher des coupables et commence à chercher des solutions. La plainte est addictive parce qu'elle vous donne une fausse sensation de contrôle. Elle vous fait croire que parler du problème est une action, mais en réalité, vous restez immobile.
C'est l'excuse élégante de celui qui ne veut pas agir. Celui qui se plaint constamment ne cherche pas à changer. Il cherche à justifier pourquoi il ne change pas. Et c'est l'un des plus grands actes d'auto-sabotage. Les mots chargés de négativité finissent par modeler votre humeur. Et votre humeur détermine vos décisions. Sénèque disait que l'homme qui se plaint de la vie n'a pas encore appris à vivre. Et il avait raison. Se plaindre du présent, c'est mépriser l'opportunité que vous avez de le transformer. La réflexion, en revanche, vous redonne le pouvoir. Parce que tandis que la plainte pointe du doigt, la réflexion analyse. La plainte blâme, la réflexion comprend. La plainte stagne, la réflexion bouge. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui se répète la même histoire pendant des années. Lorsque vous apprenez à transformer vos plaintes en pensées conscientes, vous réalisez que beaucoup d'entre elles n'étaient que des distractions. Vous vous plaignez de votre environnement parce que vous ne vouliez pas regarder à l'intérieur. Mais tout changement réel commence là. Si quelque chose vous dérange constamment, ne l'ignorez pas, analysez-le. Demandez-vous ce qu'il vous montre sur vous-même. Peut-être que ce que vous critiquez à l'extérieur est le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé à l'intérieur. Transformer la plainte en réflexion nécessite aussi de l'humilité. Acceptez que tout ce qui vous arrive n'est pas la faute des autres et que souvent vos décisions ont créé le scénario qui vous dérange aujourd'hui. Cela ne fait pas de vous un coupable, cela fait de vous un responsable. Et la responsabilité vous redonne toujours le contrôle. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de vous plaindre, arrêtez-vous et respirez. Ne parlez pas par impulsion, pensez avec intention. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de ce qui vous dérange. Peut-être que la vie ne vous punit pas, peut-être qu'elle vous entraîne. Lorsque vous arrêtez de nourrir l'habitude de la plainte, votre esprit se renforce. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer et vous l'investissez dans ce que vous pouvez améliorer. La plainte est du bruit, la réflexion est du pouvoir. Celui qui se plaint se retrouve enfermé dans l'impuissance. Celui qui réfléchit trouve une direction. C'est pourquoi, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez, changez votre question. Au lieu de « pourquoi moi ?», dites « pourquoi cela ?». Cette subtile différence transforme la douleur en croissance. Et celui qui apprend à penser ainsi cesse d'être une victime de la vie pour devenir son apprenti. 6. Apprends avec humilité. L'orgueil est un bandeau élégant. Il te fait marcher la tête haute, mais les yeux fermés. Beaucoup préfèrent paraître sages plutôt que d'apprendre vraiment. Et ainsi, ils deviennent des experts pour défendre leur point de vue, mais incapables de grandir. L'arrogance n'est pas une force, c'est de la peur déguisée. Peur de reconnaître que tu ne sais pas tout. Peur de paraître faible. Peur de lâcher l'illusion de contrôle. Mais l'ironie est que personne n'évolue en se croyant complet. La croissance n'arrive que lorsque tu admets qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Apprendre avec humilité n'est pas s'agenouiller, c'est ouvrir les yeux. C'est accepter que chaque personne, chaque erreur, chaque situation a quelque chose à t'enseigner, même quand tu n'aimes pas la leçon. La vie essaie toujours de te montrer quelque chose, mais si ton ego crie plus fort que ta curiosité, tu n'entendras rien. L'apprentissage nécessite un silence intérieur, la volonté de dire « je ne sais pas » sans te sentir moins. Celui qui apprend avec humilité ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Il y a ceux qui confondent l'humilité avec la faiblesse, mais ce sont des opposés. Le faible se ferme parce qu'il a peur de se tromper. L'humble s'ouvre parce qu'il veut s'améliorer. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute attentivement devient plus sage. Marc Aurèle disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Et c'est le plus grand obstacle de l'ego, l'arrogance de croire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Chaque fois que tu refuses d'écouter, tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs sous des noms différents. L'humilité se reflète aussi dans ta réaction face à la correction. Celui qui se vexe quand on lui montre une erreur ne défend pas sa valeur, il défend son ignorance. Accepter une critique ne signifie pas accepter l'infériorité, cela signifie accepter l'opportunité de grandir. Personne ne se perfectionne seul. Nous avons tous besoin de miroirs qui nous montrent ce que nous ne voulons pas voir. Mais seul l'humble a la maturité de se regarder avec honnêteté.
Apprendre avec humilité implique aussi de désapprendre. Lâcher les vieilles croyances, les vérités absolues, les schémas qui ont fonctionné une fois mais qui te limitent aujourd'hui. Ce qui t'a servi hier peut te gêner demain. L'esprit flexible s'adapte, l'esprit rigide se brise. Celui qui s'accroche à son ancienne version de lui-même stagne. La connaissance n'est pas une collection de réponses. C'est une disposition constante à poser de nouvelles questions. La vraie sagesse ne cherche pas à se montrer, elle cherche à servir. Elle ne se vante pas de ce qu'elle sait, elle applique ce qu'elle apprend. L'humilité n'est pas penser moins de toi, c'est penser moins à toi. C'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de plus à comprendre et que chaque personne qui croise ton chemin a une leçon à apporter, même celle qui te dérange. Parfois, les enseignants n'arrivent pas sous forme de guide, mais de défis. Si tu penses que tu sais déjà assez, la vie se chargera de te rappeler le contraire. Chaque erreur, chaque chute, chaque déception porte le message que tu as encore quelque chose à apprendre. Mais seul l'humble peut le voir. Les autres restent à se plaindre du coup sans comprendre la leçon. Apprendre avec humilité est un acte d'intelligence. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de les transformer en conscience. Le sage ne se vante pas de ce qu'il sait, il démontre ce qu'il a compris. Et celui qui comprend vraiment laisse la vie lui enseigner sans résistance. Parce que pendant que l'arrogant cherche à avoir raison, l'humble cherche à avoir de la clarté. Et la clarté, pas la raison, est ce qui te libère de l'ignorance. 7. Organise tes priorités. La vie moderne ressemble à une pièce remplie de bruit. Tout semble urgent, tout semble important. Et sans t'en rendre compte, tu passes la journée à éteindre des incendies qui ne s'éteignent jamais. Tu réponds à des messages, tu respectes des engagements, tu rends des services, tu travailles sans relâche, mais à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir avancé. C'est comme courir sur un tapis roulant, beaucoup de mouvements, aucun progrès. C'est ce qui se passe lorsque tu vis sans priorité. Quand tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Et le chaos qui t'entoure ne vient pas toujours du monde, il vient du désordre que tu as en toi. Organiser tes priorités ne consiste pas à organiser une liste de tâches, mais à redéfinir ta vie. C'est décider ce qui mérite ton temps, ton attention et ton énergie, et ce qui ne fait que te drainer petit à petit. Les gens sont épuisés, non pas parce qu'ils font beaucoup, mais parce qu'ils font trop de ce qui n'a pas d'importance. Ils courent après l'approbation, la reconnaissance, le divertissement constant et négligeant ce qui nourrit vraiment leur esprit et leur âme. Il arrive un moment où tu dois t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être ?» Cette simple question a le pouvoir de mettre de l'ordre dans toute ton existence. Le problème n'est pas de manquer de temps, mais de manquer de direction. Lorsque tes journées sont remplies de distractions, ton objectif se dilue. Marc Aurèle a écrit que celui qui poursuit trop de choses n'atteint aucune. Et il avait raison. La dispersion mentale est l'ennemi silencieux de la croissance. Elle te vole ta concentration, te confond, te fait te sentir productif alors que tu es juste occupé. En revanche, celui qui vit avec des priorités claires ne court pas, il avance. Il sait quand dire non, il sait quand s'arrêter, et il comprend que le repos fait aussi partie du progrès. Organiser tes priorités implique aussi de mettre les gens à leur place. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ni ton énergie. Beaucoup te distraient avec des drames, des plaintes ou des demandes sans but. Apprendre à dire non est une des formes d'amour-propre les plus puissantes, non pas envers eux, mais envers toi. Parce que lorsque tu dis non à ce qui ne t'apporte rien, tu dis oui à ce qui compte vraiment. Le désordre n'est pas seulement dans ton agenda, il est aussi dans ton esprit. La plupart des gens sont saturés parce qu'ils ne savent pas distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important murmure. Le bruit des exigences externes te fait oublier les besoins internes. C'est pourquoi il est nécessaire de s'arrêter, respirer, évaluer, te demander honnêtement si ce que tu fais chaque jour reflète ce que tu valorises vraiment, ou si tu te contentes de répondre aux attentes des autres. Organiser tes priorités ne signifie pas devenir froid ou calculateur, mais conscient. C'est vivre avec intention.
C'est savoir que chaque minute investie dans quelque chose de sans importance est une minute que tu voles à ton but. La discipline de la concentration ne consiste pas à contrôler le temps, mais à contrôler ton attention. Parce que là où va ton attention, va ta vie. Chaque jour, tu dois choisir, être l'esclave du bruit ou le maître de ta direction. Le monde va te demander tout le temps, mais c'est toi qui décides à quoi tu réponds. Et cette décision définit ton destin. Tout ce qui est urgent ne mérite pas ta réaction. Et tout ce qui est important n'exige pas ton sacrifice. Apprends à distinguer, à prioriser et à protéger ce qui te construit vraiment. Au final, il ne s'agit pas d'avoir du temps pour tout, mais d'avoir de la clarté pour l'essentiel. Parce que la vie ne se mesure pas parce que tu fais beaucoup, mais parce que tu choisis bien. Et lorsque tu organises tes priorités, ton esprit se calme, ton énergie se concentre et ton but devient visible. Tout commence lorsque tu arrêtes de vivre pour accomplir et que tu commences à vivre pour avancer. 8. Redéfinis-toi chaque jour. Il y a des gens qui s'accrochent tellement à leur passé qu'ils finissent par vivre dans des ruines. Ils continuent à défendre des versions d'eux-mêmes qui n'existent plus, des attitudes qui ne fonctionnent plus et des croyances qui ne leur servent plus. Ils s'identifient à ce qu'ils étaient et oublient que la vie ne demande pas de permanence, mais d'évolution. Se redéfinir n'est pas changer par caprice. C'est avoir le courage de lâcher les anciennes versions de toi qui ne correspondent plus à ce que tu es destiné à être. C'est comme nettoyer un miroir embué. Sous toute cette brume de peur, de culpabilité et d'habitude, ton véritable reflet est toujours là, attendant d'être vu clairement. Se redéfinir chaque jour signifie comprendre que tu n'es pas terminé. Tu es une œuvre en cours, et le changement n'est pas une trahison de qui tu étais, c'est une loyauté envers qui tu peux devenir. Beaucoup confondent la cohérence avec la stagnation. Ils pensent que rester fidèle à soi-même signifie ne jamais changer. Mais la véritable fidélité est envers ta croissance, pas envers tes vieilles habitudes. Ce qui était une vérité hier peut être une limitation aujourd'hui. Ce qui t'a protégé hier peut te freiner aujourd'hui. Si tu n'oses pas te réinventer, la vie le fera pour toi, et elle le fera durement. Se redéfinir implique aussi de cesser de te justifier. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », tu mets un point final à ton développement. C'est une phrase confortable, mais dangereuse. C'est la façon la plus subtile de renoncer au changement. Personne ne naît avec un caractère immuable. Tu le construis avec chaque choix. Si tu répètes que tu es impatient, négatif ou méfiant, tu continueras à agir en conséquence. Mais si tu décides de te voir différemment, ton comportement commence à s'aligner avec cette nouvelle vision. Tu n'es pas une étiquette, tu es une possibilité. Marc Aurèle disait que la vie est ce que tes pensées en font. Se redéfinir commence dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de te réinventer complètement chaque jour, mais tu dois avoir l'humilité de vérifier si ce que tu penses, fais et dis représente toujours ta vérité actuelle. La rigidité mentale est l'ennemi du progrès. Chaque jour est une occasion d'ajuster, de lâcher prise, d'améliorer. Celui qui se redéfinit consciemment ne cherche pas l'approbation externe, il cherche la cohérence interne. La peur du changement provient de l'attachement à l'identité. Il est rassurant de croire que tu sais qui tu es, même si cela te limite. Mais le véritable pouvoir est de te permettre de dire « je ne suis plus cette personne ». Non pas parce que tu renies ton passé, mais parce que tu l'as surmonté. Se redéfinir, c'est apprendre à mourir en petites parties tous les jours pour renaître plus sage, plus serein, plus libre. C'est accepter que grandir fait aussi mal, mais que stagner fait beaucoup plus mal. Tu dois aussi te redéfinir face à l'échec. Ce que tu interprétais auparavant comme une défaite peut maintenant être une leçon. Ce qui te faisait mal avant peut maintenant être une force. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception a un but que tu ne comprends que lorsque tu cesses de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un apprenant. Se redéfinir, c'est changer l'histoire que tu te racontes sur ce que tu as vécu. Et quand tu changes l'histoire, le sens change, et avec lui ton futur. Se redéfinir chaque jour n'est pas une tâche d'un seul moment, c'est une pratique quotidienne. Cela nécessite du courage, de la connaissance de soi et du silence.
Du courage pour lâcher le vieux, de la connaissance de soi pour choisir le nouveau et du silence pour t'écouter sans distraction. Parce que le monde voudra te dire qui tu devrais être, mais seul toi peux décider qui tu es vraiment. Ne te définis pas parce que tu as fait, définis-toi parce que tu es prêt.